Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les impliqués éditeurs. Les impliqués éditeurs. Structure éditoriale récente fondée par l'Harmattan, les impliqués éditeurs a pour ambition de proposer au public des ouvrages de tous horizons, essentiellement dans les domaines des sciences humaines et de la création littéraire. Déjà paru. Le Fort C, Opération 617 2019. Sastre, Daniel, Entre nous 2000 à 2008. La vie sans lui 2019. Ouelo Luangu, Clotaire, L'illusion mythomaniaque du génocide des Larisses au Congo 2019. Berioni, Hamid et Chabert Christophe, La Dame du Champ de Menthe, Conte des temps actuels 2019. Belhabib, Hamid, Un regard troublant 2019. Belhabib, Hamid, Le déclin en délire 2019. Radcliffe, Gabriel, Sans Dieu fixe Strasbourg vu par ses clochards terrestres 2019. Sastre, Daniel, Entre nous 1998 à 1999. La vie d'après 2019. Schaeffer, Fabien, Éthique et armement. Le commerce des armes 2019. Anton Bernard, Lettres à poster 2019. Ces 10 derniers titres de ce secteur sont classés par ordre chronologique en commençant par le plus récent. La liste complète des parutions, avec une courte présentation du contenu des ouvrages, peut être consultée sur le site www.lesimplique.fr. Avant-propos. Lorsque Franklin Bérébi est venu me saluer le jour de son départ de L'Oréal, je lui ai suggéré à l'issue d'un entretien chaleureux et rempli d'émotion, de tenir un journal. En effet, il quittait le groupe au bout de 34 années de collaboration durant lesquelles nous avions eu de nombreuses occasions de travailler ensemble, notamment au cours des 10 années précédant son départ. Connaissant son engagement et son implication, je me doutais bien que ce départ allait aussi être vécu comme une rupture. D'où ma proposition de journal. Il s'est montré un peu étonné et dubitatif. Mais il s'y est mis, et durant 1 an il a retranscrit avec humour et autodérision les étapes de sa transformation. Cela n'a pas dû être facile pour lui. Comment se reconstruire quand on n'appartient plus à l'entreprise permettant aux autres de vous situer professionnellement et socialement? Comment établir de nouveaux équilibres avec son conjoint, ses enfants, son entourage? Comment se sentir et se rendre utile? Comment gérer le regard des autres? Comment envisager les 20 ou même 30 années de vie libre à venir, sans obligation professionnelle? C'est un défi, un passage délicat, et certains n'y résistent pas. Lorsque j'ai lu son témoignage, j'ai été conquis par la justesse du ton, la drôlerie des situations, la sensibilité et l'honnêteté du récit. Au fond, j'ai trouvé de quoi nourrir ma propre réflexion pour organiser ma nouvelle vie dans les meilleures conditions. Étonnant, pertinent, au secours. Je pars à la retraite, raconte une année de tâtonnements, de rencontres et de doutes. C'est pourquoi je l'ai encouragé à le publier. Je suis certain que son expérience pourra servir à tous ceux qui affronteront la même épreuve. Sir Lindsay Owen-Jones. Juillet. Première journée, le 23 juillet. J'ai fait de cette première journée, qui aurait dû être ma dernière journée de travail, ma première journée de... Mais comment diable dois-je l'appeler? Première journée de retraite? De liberté? De non-travail? Je ne parviens pas à me décider. J'avais fixé cette date avec la responsable ressources humaines, qui s'occupe des cadres dirigeants. Elle m'avait signalé que je pouvais prendre une semaine de vacances, dite senior, en plus de mes vacances normales. Ainsi, au lieu de partir le 31 juillet, je pouvais gagner une semaine et quitter l'entreprise le 23 juillet. Pourquoi pas après tout, pourquoi ne pas en profiter? Cela ne changerait vraiment rien. J'en avais prévenu mon patron et celui des ressources humaines. J'en avais même parlé au président. En réalité, tout le monde s'en fichait. Je partirais donc le 23 juillet. Cette date était purement administrative. En réalité, depuis quelques jours, à la dernière réunion européenne les 12 et 13 juillet, et surtout depuis la soirée du 12 juillet, les signes de ma mise sur la touche s'étaient multipliés. J'avais même observé une accélération, après la petite fête du lundi, le 16 juillet je crois, où à l'issue du comité de direction, les quelques rescapés encore à Paris avaient été réunis au restaurant Club,
là où nous recevions nos invités de marque pour boire une coupe de champagne en mon honneur avant le déjeuner. À ma demande, il n'y eut pas de discours. On se contenta de me remettre un cadeau, un petit ordinateur Dell sur lequel j'écris aujourd'hui ce journal. Mis à part le merci que je chuchotais, il n'y eut pas d'autres échanges. Sur les 22 personnes assistant habituellement au comité du lundi, seule une petite dizaine était présente. Personne n'osait me demander ce que j'allais faire à présent, comment j'allais occuper mes journées. De toute façon, je n'aurais pas pu répondre, je ne le savais pas moi-même. Je voulais partir, un point c'est tout, changer, ne plus me sentir contraint, j'aspirais à une sorte de liberté, je voulais retrouver mon souffle. Maigres adieux donc, mais cela me convenait, je ne souhaitais pas autre chose. Après le déjeuner à la cantine, flûte, j'aurais dû dire le restaurant d'entreprise. Tant pis, je ne risque plus rien aujourd'hui, je retournais dans mon bureau un peu secoué tout de même. Je ne parvenais pas à fixer mon attention. Je me demandais sur quoi travailler, quelle tâche entreprendre sans lendemain. Je ressentais comme un décrochage, comme un wagon qu'on venait de détacher du convoi et qui allait rester à quai. Machinalement, j'ouvris mon ordinateur et je jetai un coup d'œil passablement distrait à l'écran. Pas plus de 4 ou 5 mails au lieu des 30 ou 40 habituellement arrivés au bout d'une matinée d'absence. Ils arriveront plus tard, me dis-je, et nous sommes tout de même en juillet. Mais l'après-midi s'écoula, ponctué par quelques appels téléphoniques sans intérêt et pas un seul mail de plus. Je me sentis soudain inutile, hors jeu. C'était pour moi la fin du match. Je me retrouvais donc sur le banc de touche, en train de regarder les autres jouer. Mais pourtant je me sentais encore sur le terrain. Comment était-ce possible? Pourquoi soudainement cet abandon, cette coupure totale qui semblait irrémédiable? Une immense solitude m'envahit. On me laissait sur le bord de la route avec mon baluchon. Comment allais-je passer cette dernière semaine? Devrais-je partir dès aujourd'hui? Je me sentis soudain étranger. Une distance énorme s'installait entre moi et cet environnement qui avait été le mien pendant 34 ans. Le 23 juillet suit. Je me mis à craindre ces derniers jours, les au revoir, les effusions, les merci, j'ai beaucoup appris à votre contact, j'ai beaucoup aimé travailler avec vous. Je redoutais que les équipes que j'avais animées et dirigées ne défilent dans mon bureau, pour voir comment je vivais mes derniers jours, mes dernières heures, mes derniers instants. Du voyeurisme en quelque sorte. Tu exagères, me répétais-je, ils veulent simplement te dire au revoir, te rendre hommage. Oui, peut-être, sûrement même, mais quelle est la part de curiosité un peu malsaine, observer la fin de celui qui fut l'un de leurs patrons. Dans le courant de l'après-midi, j'assistais à une sorte de défilé qui se déroulait avec une grande régularité, à croire que chacun avait réservé son heure, pour ne pas arriver tous en même temps. Ceux qui avaient entendu parler de mon départ, gardé confidentiel jusqu'à cette journée, passaient une tête dans mon bureau. Et les remarques s'accumulaient. Alors comme ça c'est votre dernier jour? Pas trop triste? Quel effet cela fait après 34 ans? C'est formidable, vous avez l'air en pleine forme. Avez-vous au moins bien préparé de nouvelles occupations? Oh, avec vous, je ne fais pas de soucis. Avec tous les centres d'intérêt que je vous connais, vous n'allez pas vous ennuyer. J'écoutais sans un mot, un sourire figé, accroché à mes lèvres, en réalité j'avais envie de distribuer des gifles. Je ne cessais de me féliciter d'avoir refusé la grand-messe de départ avec le discours officiel du président, puis celui du vice-président, puis ma réponse obligée. Je me devais de dire combien j'avais été heureux dans cette entreprise, et combien j'allais être heureux de ne plus en faire partie. Je me suis senti incapable de faire face à ce genre de manifestation. Je préférais partir comme j'étais arrivé, incognito. Pour l'instant, il me restait 4 jours à remplir. Que faire? Me cloîtrer dans mon bureau, vider mes armoires? Archiver ou continuer de travailler comme si de rien n'était sur le chiffre d'affaires du mois d'août, et la projection de fin d'année? Je ne pouvais pas me décider, ni concentrer mon esprit sur un sujet précis. 2 appels inattendus me tirèrent de mes interrogations. Le responsable des usines et celui de l'organisation informatique m'appelaient pour m'inviter à déjeuner, et me remercier, disait-il, pour mon aide pendant les années passées. Je trouvais cela charmant, je ne comprenais pas, c'était plutôt moi qui avais bénéficié de leur soutien.
Ces 2 invitations me touchèrent parce qu'elles émanaient de personnes plutôt effacées, et toujours au service des autres départements. Bien sûr, j'acceptais. Curieusement, les 2 déjeuners se déroulèrent sur le même schéma. Choix d'un restaurant à l'extérieur. Alors que nous disposions d'un superbe restaurant d'invités, ils insistèrent l'un et l'autre pour choisir un endroit, plutôt cher, figurant sur la liste des restaurants interdits. Ces 2 responsables cherchaient à m'exprimer sans doute de la reconnaissance et de la considération, et même une certaine amitié que je ne soupçonnais pas. Les jours précédents le 23 juillet. L'événement le plus fort fut mon extraordinaire rencontre avec le président. Je ne pouvais pas quitter l'entreprise sans lui faire mes adieux. Nous tombâmes dans les bras l'un de l'autre dans des effusions toutes latines. Qui l'aurait cru ? Un homme du Nord à la réputation un peu dure qui ne parvient pas à retenir ses larmes. Tu as contribué à créer cette maison, me dit-il, d'entrée de jeu, ta Chine à toi c'était l'Europe. Il nous parut inutile d'en dire plus sur le passé. En un sens je t'envie, et je compte suivre ton exemple dans quelques mois. Il faut savoir s'arrêter, partir alors que l'on a encore envie de bouger, de voyager, de faire du sport. Et puis il ajouta, tu as une très jolie maison dans le Var, il faut que tu en profites. Quand je repense à cette rencontre avec le président, je ne parviens toujours pas à m'expliquer pourquoi j'ai éprouvé le besoin de lui parler de mes frustrations les plus anciennes, de mes souffrances enfouies et jamais exprimées. J'avais souffert par moments de mon intransigeance, de mon refus d'approuver une idée ou un projet, juste pour plaire et souffler dans le sens du vent. On m'avait catalogué de gauche, parce que juif. Il est vrai que je ne cachais pas, comme d'autres, mes origines. Je lui parlais de ce collaborateur qui se vantait d'être corse, par sa mère. Qu'avait-il bien pu lui arriver pour qu'il oublie ainsi l'origine de son nom et de son père ? D'où venait cette peur panique, injustifiée, que sa judéité ne nuise aux affaires, comme il me m'avait déclaré un jour ? Passait-il son père aux oubliettes ? Mais pourquoi diable avoir évoqué tout cela avec mon président ? Je voulais sans doute solder les comptes, ne rien laisser dans le flou. Et puis, j'ai également évoqué cette conversation avec le président précédent, qui cherchant à me retenir dans l'entreprise après que je lui ai remis ma démission, me lança à court d'arguments. Vous, mon vieux, vous avez les défauts et les qualités des gens de votre race. Je reçus cette phrase comme un uppercut. J'étais soufflé, estomaqué, KO debout. Comment pouvait-on dire une chose pareille à l'un de ses collaborateurs ? J'ai répondu, Président, il détestait qu'on l'appelle ainsi, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Puis je me mis à le fixer, sans rien ajouter. Je savais qu'il ne pouvait pas être antisémite. Il était bien trop intelligent et surtout cela ne correspondait pas à sa sensibilité. Mais il faisait partie de cette France de province, un peu traditionnelle, bercée par une littérature de droite, Paul Bourget, Maurras et d'autres. Il avait dû garder une vision stéréotypée des Juifs, celle que l'Église catholique enseignait à ses ouailles. Il avait reçu cette éducation bourgeoise héritée du XIXe siècle, où l'on affirmait que les Juifs étaient des gens différents. Mais il prônait un capitalisme social, ce qui est fréquent chez les patrons du Nord. Je suis convaincu que sa famille avait dû être dreyfusarde. Au bout d'un long silence, je finis par lui dire, Président, les Juifs sont des gens comme les autres. Aurais-je pu quitter cette entreprise sans évoquer ces sujets ? Je ne regrette pas de les avoir évoqués. Après tout, je devais en avoir besoin. Et puis c'était aussi une façon de rendre hommage à ce président que je quittais. Et qui lui, je peux en témoigner, n'avait jamais pris en compte ni évoqué les origines de ses collaborateurs. Pour lui, il existait deux catégories de personnes, les bons et les autres. Il jugeait en fonction des qualités humaines et professionnelles. Il était intraitable sur cette question, il ne faisait aucune concession. Je suis incapable de me souvenir de ma dernière journée. J'ai dû quitter le bureau juste après le déjeuner ? Mais quel jour était-ce ? Incapable de savoir si nous étions vendredi ou un autre jour. J'avais donc réussi à jeter la confusion dans mon esprit et à perdre mes repères. Je me demandais si l'organisation de mon départ n'était pas une suite de ruses manigancées par moi-même, presque involontairement, pour en atténuer le choc. Par exemple, cet extraordinaire achat d'appartement, le puissant dérivatif que constitue un déménagement, une réinstallation dans un nouveau cadre de vie,
Était-ce encore une façon de tourner la page, de tracer un trait avec ma vie passée? Sans en être vraiment conscient, j'avais organisé pendant ces 2 derniers mois plusieurs diversions. Je m'étais intéressé à des sujets nouveaux, une sorte de frénésie d'initiative pour éviter le repli sur soi. Lorsqu'on a été moine-soldat totalement engagé vis-à-vis de son entreprise, ne craint-on pas inconsciemment le retour à la vie civile? Et si soudain c'était le vide? Qu'allais-je devenir? Avais-je besoin de retrouver un engagement de même force? Qu'allais-je réellement faire? Pour l'instant, je suis tout simplement en vacances. Peut-être retrouverai-je mon poste après le 15 août? Encore une ruse? Comment vais-je vivre mes premières vacances, sans téléphone professionnel, sans ordinateur et sans mail? L'horreur ou le bonheur? Comment vais-je réagir et m'adapter à une vie en dehors du bureau, sans contrainte, libre d'organiser mon temps comme je le souhaite? Et puis, plus de tensions, plus de missions, de réunions, plus de patrons, plus de voyages, plus de collaborateurs, de syndicats, de clients, d'usines, de chiffre d'affaires, de rentabilité, de publicité, de laboratoires, de journalistes, de stagiaires, plus de collègues. Que va-t-il me rester? Je me souviens d'une demande, formulée par mon président ou plutôt un conseil. Pourquoi ne tiendrais-tu pas ton journal? Tu pourras ainsi réfléchir à ta nouvelle vie, faire le point avec toi-même, mieux comprendre comment tu vas vivre à présent. Sur le moment, j'avais répondu oui, pourquoi pas. Puis aujourd'hui, alors que je ressens un grand vide en rangeant mes affaires pour la dernière fois, je me suis décidé à suivre ce conseil. Dès demain, je me mets à écrire. Samedi 24 juillet. Ce n'est pas un samedi comme les autres. Pas de piscine ni de cours de guitare. Tout le temps est consacré à l'appartement, dont nous avons pris possession le 2 juillet. L'installation constitue un puissant dérivatif. Mais j'ai brusquement l'impression de moins vivre dans l'urgence. Jusqu'à présent, il fallait occuper chaque minute du temps. Natation de 8h à 9h, puis cours de guitare jusqu'à 10h pour se relaxer, puis golf avec mes compères, enfin sortie ou dîner chez des amis le samedi soir. Aujourd'hui tout peut attendre, il n'y a plus d'urgence, plus de nécessité de décider, d'agir, d'organiser. Faut-il commencer à différer certaines tâches pour mieux les étaler dans le temps, pour remplir les heures qui s'annoncent? Ou tout simplement prendre son temps, ce que je n'ai ni pu ni su faire depuis si longtemps? Je suis incapable de répondre. Ou plutôt si, je commence par apprendre à perdre du temps. La journée se termine par un champagne caviar, sur la terrasse du nouvel appartement. Il faut fêter l'événement. Mon successeur tenait à me rendre visite avec sa jeune épouse, russe. Elle vient de mettre au monde une petite fille, née il y a 15 jours à peine. Une occasion toute trouvée pour partager cette boîte de caviar russe de contrebande achetée par l'un de mes ex-collaborateurs de passage à Istanbul. Nous fêtons mon départ, la naissance de sa petite fille, sa prise de fonction. Impossible de ne pas demander des nouvelles des filiales dont il s'occupe à présent. Mais ce qu'il me dit ne résonne plus de la même façon. Ses paroles se perdent dans un écho, sans m'atteindre vraiment. Je sais que je n'ai plus aucun impact sur leurs activités. Pourtant, quand il me parle de la filiale allemande, je sens mon estomac se nouer. C'est le point faible, l'origine des difficultés de l'année. Ah, si l'Allemagne pouvait redémarrer, me dit Ginpetto. Mon implication n'avait pas totalement disparu. Au moment de nous quitter, je n'ai pu pas m'empêcher de l'assurer de mon aide et de ma disponibilité s'il le souhaitait. Stupide réaction de ma part en vérité. Dimanche 25 juillet. Tardif départ en vacances cette année pour cause de déménagement. Nous devons quitter Paris pour le Var vers 8h. Mais je me réveille à 3h, je lis mal l'heure. Je suis persuadée qu'il est 5h. Je sais qu'à 5h je ne parviendrai pas à me rendormir. Je me lève et je commence une toilette bruyante dans le but de réveiller Ariane. Quelques minutes plus tard, je me rends compte de mon erreur. J'arrête tous les préparatifs. Je débranche la bouilloire et je me recouche précipitamment en faisant cette fois le moins de bruit possible. Une demi-heure plus tard, je suis toujours réveillée. À force de gesticuler, j'avais réussi à réveiller Ariane. De toute façon ma nuit est gâchée, me reproche-t-elle. Il est 4h, comme aucun de nous ne dort, autant partir. Et puis zut, je ne suis pas dans mon assiette. Nous quittons Paris à 5h30. À l'est, la pointe du jour jette une lumière pâle et grise. 1 heure plus tard,
nous apercevons la sortie de Milly, la forêt. Immédiatement je pense à mon patron, mon ex-patron devais-je dire, qui possède une maison construite devant ce champ, classé monument historique, Millet y a peint l'Angélus. Me voilà, une fois encore replongé dans l'entreprise. Je repense aux réunions dans cette maison, aux séminaires de motivation ou d'intégration, aux nouveaux arrivants qu'il fallait initier à la culture de l'entreprise. Alors revient la même interrogation. Comment vais-je passer ce premier été sans les coups de téléphone des filiales, la dernière semaine de juillet pour communiquer leurs résultats? Comment remplir les heures de liberté laissées par l'absence de mail? Depuis 19 ans, ces coups de téléphone et plus récemment l'avalanche de mails ont accompagné mes vacances. Je répondais aux messages, rédigés souvent en pleine nuit ou au petit matin. Parfois le dimanche je m'accordais une trêve. Alors c'est demain lundi que je pourrai mesurer les changements? Le reste du trajet se déroule sans incident et plutôt plus rapidement que de coutume, peu de circulation. Nous arrivons à la maison un peu après 14 heures. Nous la trouvons remplie des amis de Sabine, notre fille. Le déjeuner vient à peine de commencer. On nous présente, nous sommes les parents, il va falloir se tenir, pense-t-il. Les filles crèvent l'écran, il y a là, une Écossaise, jeune écrivain et brillante journaliste, qui démarre l'accordéon, et une psychanalyste qui doit sûrement poursuivre sa propre analyse. Leurs compagnons font pâle figure à côté. Le soir, au dîner, je passe un polo reçu lors d'une convention par l'un des experts marketing de l'entreprise. L'une des marques phares est brodée devant à gauche, juste sous le cœur. Il faut créer un esprit de corps et motiver les vendeurs. Mais j'apparais comme décoré, et je suis le dernier à arriver à table. Victoria, l'amie de Sabine, me lance, « Vous faites la promotion pour votre entreprise, déjà nostalgique alors. » Idiot, je suis un idiot, me dis-je. Pourquoi mettre ce soir ce polo et s'offrir à ce genre de réaction? Puis une réplique me vient, non pas nostalgique, juste supportée. Mercredi 28 juillet 2004. J'ai décidé de supprimer les numéros de téléphone stockés dans mon mobile, dont je ne me servirai plus. Je m'installe dans un transat et je fais défiler les numéros. Je m'aperçois que je suis incapable de n'en supprimer aucun, je souhaite les garder pour la plupart. Je ne parviens pas à imaginer que je ne vais plus les appeler. D'ailleurs, je vois le nom du responsable Amérique latine. Je me suis toujours senti proche de lui, il était absent le jour de mon départ. Je l'appelle. Il est au Brésil. Il me dit qu'il souhaitait absolument me revoir en septembre et organiser un dîner pour moi avec quelques copains. Je me mets à regretter mon départ en catimini, en juillet alors que personne n'était à Paris. Et si mon départ discret mais choisi cachait quelque chose? Je reçois un appel du patron de la Grande-Bretagne. Elle est visiblement touchée par mon départ et inquiète de ce que je vais devenir. Je la rassure. Je me demande si elle ne projette pas ses propres inquiétudes. J'étais l'un de ses principaux soutiens professionnels. Allait-elle trouver chez mon successeur la même attitude? Je dois rappeler le patron de l'Allemagne. Il m'avait laissé un message touchant. Il regrettait de ne pas m'avoir dit au revoir. Je le trouve dans sa maison, dans le sud de la France. Je savais qu'il venait de tenir une réunion avec la direction générale, dans un contexte particulièrement difficile. Je ne pus m'empêcher de lui demander comment cela s'était passé. Démotivation des équipes, c'était l'expression qui revenait dans ses explications, remise en cause des décisions précédentes, valse hésitation, encourager ce qui avait été interdit, interdire ce que les équipes avaient entrepris, augmenter les prix des produits que nous venions de baisser et bien sûr baisser ce que nous venions d'augmenter. De quoi déstabiliser les équipes allemandes et leurs clients. Mais lui-même n'avait pas d'opinion précise sur les décisions à prendre, il se laissait balloter, il ne montrait pas ses convictions. En avait-il? Quand il eut raccroché, je ressentis un soulagement. Je me félicitais de ne plus être concerné, de ne plus avoir à passer des jours entiers à expliquer qu'un excès de pragmatisme était toujours supérieur à une planification qui menait au désastre. Il fallait savoir être souple, faire, défaire pour mieux faire, n'est-ce pas l'un des aphorismes préférés du fondateur de la compagnie? Mais aller expliquer cela à des Allemands, et surtout à des clients très informatisés et traumatisés par les coups de boutoir des discounters qui entretiennent la déflation des prix.
Et puis comment critiquer violemment un patron d'entité, après l'avoir félicité 2 semaines auparavant? De la haute politique, difficile à comprendre. Cet appel me tourmentait, et son impact sur mon moral ne parvenait pas à s'estomper, comme si je devais encore assumer ces difficultés et leur apporter des solutions. Plus tard, conversation avec Sabine. Elle m'encourageait à démarrer une collection de tableaux et acquérir des jeunes artistes. Je suis sûre que cela te plaira beaucoup, et puis parfois on peut tirer un numéro gagnant. Voilà une activité qui devrait m'attirer. Découvrir des artistes, acheter quelques toiles, Sabine pourrait me conseiller. Je devrais y consacrer du temps à la rentrée, mais en ai-je vraiment le goût et la capacité? Ce projet ne parvenait pas à me détacher de ma réflexion sur l'Allemagne. Que faudrait-il faire de plus pour la tirer d'affaire? Une fois de plus, je me rendais compte que même en vacances je n'avais pas encore tranché le fil, ma nouvelle vie n'avait pas encore commencé. La coupure s'annonce difficile. Vendredi 30 juillet. Vers 14h le téléphone sonne. Nous allions nous mettre à table. Je me dis, c'est un pays qui appelle pour donner ses résultats, le chiffre. Je suis incorrigible. Vers 15h à la fin du déjeuner, nouvel appel, cette fois c'est le conseiller du président. Il m'informe du décès du patron de l'une des filiales. Cette jeune femme avait travaillé pour moi quelques années auparavant. Il tenait à ce que je sois averti. C'était une fille difficile, une personnalité intéressante, inclassable et très attachante. Énorme ego, intelligente, mais peu de sens pratique et peu de pragmatisme. Nos relations professionnelles avaient été plutôt tendues. Mais comment peut-on mourir à 45 ans? C'est absurde, c'est injuste. Puis mourir devant ses enfants, horrible. Impossible de comprendre, impossible d'admettre cette réalité. Rupture d'anévrisme. Sommes-nous si fragiles? Elle mérite toute notre affection et notre respect. Adieu Carla, le 29 juillet restera comme une bien triste journée. Le 31 juillet. Garder le contact, voilà ma nouvelle préoccupation. Il me faut la DSL, ici, dans le Midi. Il faut également me familiariser avec le petit ordinateur que l'on vient de m'offrir. Je m'accroche pour découvrir les applications, classement dans les dossiers, consultation des bases de données, création de listes de contacts, c'est très excitant. L'usage intensif de l'ordinateur devient indispensable pour quantité de choses. Internet est un moyen de communication privilégié. Recevoir et envoyer des mails permet de rester relié au monde. Fini l'isolement. Depuis quelques années, taper sur un clavier est devenu synonyme de travail. Août. Dimanche 1er août 2004. Officiellement, je ne fais plus partie de l'entreprise. Je me félicite d'avoir choisi la période des vacances pour partir. Je commence à peine à décompresser, à retrouver un sommeil plus détendu, moins agité. Mais j'ai tout de même envie de connaître le résultat du mois de juillet. Je refuse d'appeler. Demain c'est l'enterrement de Carla. Je n'ai vraiment pas le courage d'aller Toulouse. L'idée de retrouver la plupart de mes camarades m'est insupportable. C'est trop tôt. Et puis je déteste les enterrements. Je vais écrire à son mari que je connais un peu. Il doit être 15h, l'heure la plus chaude. Je somnole à l'ombre sous un mûrier au bord de la piscine bercé par un concert de cigales. La rentrée est dans 3 semaines, me dis-je. La rentrée? Quelle rentrée? Il n'y aura pas de rentrée pour toi. Tu vas être en vacances tous les jours. Je mesure le vide qui va s'ouvrir devant moi dans quelques jours. Drôle de statut que celui de retraité. Aucune obligation, plus de responsabilité, effondrement de son réseau. Que reste-t-il? La liberté de consommer? Est-il possible de consacrer sa vie à autre chose que le travail? Peut-on être condamné à une vie de loisirs? Je sens mal la reconversion. J'ai été formé pour le travail, non pour les loisirs ou une vie exclusivement axée sur la culture. Faut-il se trouver d'autres occupations? J'ai plusieurs projets. Dois-je les mettre œuvre? Pourquoi ne pas lancer cette chaîne de traiteurs? J'ai déposé une marque juste avant de quitter l'entreprise, la Provence à table. Je pourrais, avec un traiteur du Haut-Var qui exploite déjà plusieurs magasins, créer cette chaîne à Paris ou dans d'autres villes du Midi.
Faut-il aussi que je donne ces cours à l'école centrale sur le marketing intuitif? Les sujets de cours soumis aux responsables de l'école ont été bien reçus. En principe, je devrais démarrer en septembre. Pour cela, il faudrait que je me mette au travail. Me mettre au travail, est-ce bien raisonnable? Ne vais-je pas me retrouver occupé à plein temps si je me lance dans trop de projets en même temps? Et puis il y a Dick Weinberg. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.